Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve, il est 16h33 parce qu'on dirait qu'il fait nuit, c'est juste qu'il fait un temps très désagréable. J'espère que ça va pas trop faire merder cette magnifique caméra. Faut savoir qu'elle aime pas trop quand il y a peu de lumière, c'est pour ça que j'enregistre jamais tard le soir. J'ai des horaires d'enregistrement qui sont assez complexes, mais on va parler de deux courses cyclistes qui ont lieu ce week-end, deux courses françaises. C'était la classique de l'Ardèche maintenant, c'est plus la classique Sud Ardèche, mais c'est à peu près le même parcours. Et puis également la course, non ça c'est Kuurne, Bruxelles-Kuurne, pardon, que je suis en train de regarder, que j'ai pas fini. Voilà, la Drôme Classique également, qui sont les deux courses qui ont lieu en cette fin de mois de février, début du mois de mars, avant Paris-Nice. Où on aura, je rapproche mon micro, on aura également une course, beaucoup de débriefs avant Paris-Nice également. Donc là on va faire le débrief des coureurs qui ont plutôt été performants, des coureurs qui n'ont pas été performants sur ces deux courses. On fera pareil avec les classiques, on va dire pavés. C'est pour ça que je suis en train de regarder Kuurne, Bruxelles-Kuurne, parce que j'ai pas pu le voir, là je suis en train de le regarder en russe pour vous dire. On fera donc Kuurne, Bruxelles-Kuurne avec le Omloop Etnieuwsblad. Pour ceux qui se souviennent, avant c'était le Edvolk, maintenant c'est le Etnieuwsblad. Les deux courses pavées qui ont eu lieu également ce week-end en Belgique. Il y a le Samin, donc je sais pas si je vais pas faire le Samin, englober le Samin avec ces trois courses, mais des fois le Samin c'est un peu un scénario particulier. Sur ces deux courses, moi j'ai bien aimé, c'est le petit Rémi Cavagna qui nous a encore fait une sacrée classique de l'Ardèche, et encore un sacré numéro quand même. 180 km d'échappée sous la pluie, sous 4 degrés, parce que ces deux courses se sont déroulées dans des conditions pas exceptionnelles, on va pas se mentir. Et il nous a quand même sorti encore un numéro où il part à 60 bornes, 50-60 bornes de l'arrivée seul, sur un parcours qui est quand même pas facile, qui lui convient pas forcément parce que c'est quand même pas un poids plume. Rémi Cavagna, c'est un coureur qui grimpe plutôt bien, mais c'est pas un poids plume, il fait je crois 78 ou 80 kilos, donc comparé au 65, un truc comme ça de Chris Froome, voilà, il y a un peu de poids en plus. Donc et vous le savez, en montagne, hein, le poids c'est un peu l'ennemi, c'est un peu comme en Formule 1. Donc Rémi Cavagna, bah voilà, il a fait une sacrée course, il gagne quand même avec 2,51 d'avance la classique de l'Ardèche. Voilà, donc sacré rythme. Et puis il a surtout profité un peu du marquage qu'il y avait sur Alaphilippe, qui n'était pas dans un grand jour, mais j'en reparlerai de Julien Alaphilippe dans les déceptions, mais c'est une déception qui est toute relative pour moi. Donc Rémi Cavagna, très performant, il nous a fait la même qu'il avait fait au Tour de Californie. C'est un habitué des échappées au long cours comme ça, un petit peu en solitaire. Il l'avait fait également l'année dernière quand il s'impose sur la Vuelta. C'est quelqu'un qui, c'est vrai, quand on le compare à Jens Voigt, c'est vrai que c'est un peu le même profil de coureur, c'est-à-dire des gabarits de rouleurs mais qui passent très bien les côtes et qui sont capables de faire des numéros en échappée. Ils gagnent pas tout le temps quand ils sont dans une échappée, contrairement à un Thomas Voeckler. C'est qu'un Thomas Voeckler dans une échappée, il y avait 90% de chances pour qu'il s'impose à la fin. Luis Leon Sanchez pareil. Par contre, ils font beaucoup plus d'échappées ces coureurs-là. Par contre, quand ils attaquent, ils donnent tout. C'est vrai que c'est des bons compagnons, alors que bon, Thomas Voeckler, on sait que souvent il comptait ses coups de pédale. Ils ont peut-être pas le même taux de réussite. Par contre, quand ils réussissent, ces coureurs-là, Jens Voigt, Rémi Cavagna, tous ces coureurs de ce type-là, ils sont très costauds. Ça fait vraiment des courses incroyables et on le retient. Là, c'est vrai que Cavagna, bon, bah là, même Nibali, il a rien pu faire sur cette course-là. Et puis le lendemain, quand tu as fait un numéro comme ça, 180 km, tu es parti pendant longtemps, réussir à résister lors d'une autre classique où les conditions sont pas faciles en fin de journée, faut le faire, et il a réussi à faire une belle performance sur la Drôme Classique, parce qu'il finit, hop là, quasiment avec Julien, il finit 22e, voilà, 2,52 de cette course, avec des coureurs qui avaient abandonné la veille, avec devant Roman Kreuziger par exemple, devant un Siske-Viscus. Donc voilà, il a réussi à faire deux très bonnes courses. Et Rémi Cavagna, il y a toujours une réflexion à avoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il perde 2-3 kilos quand même
c'est-à-dire passer sous les 75. Mais est-ce qu'il a la capacité de jouer un général? Je ne suis pas sûr. Moi, je considère qu'aujourd'hui, au poids qui est le sien, il est plutôt très performant. Je pense qu'aujourd'hui, il se plaît dans ce rôle-là, un petit peu d'équipier d'électron libre. C'est vraiment un électron libre, hein. Vous mettez dans Pro Cycling Manager, c'est le statut électron libre, c'est vraiment c'est coureur un petit peu protégé, Rémi Cavagna. On passe à un deuxième coureur qui a fait un bon week-end, c'est Warren Barguil. Warren Barguil qui a été performant sur les 2 courses. Alors il s'en voudra sur la Drôme Classique parce qu'il finit 2e alors que il n'a pas assez cru en ses capacités de sortir tout le monde dans la dernière côte à l'arrivée de la Drôme Classique, parce que tu sens que il avait la capacité, je pense, de sortir Nibali et Simon Clark de sa roue. Donc la côte, il était à 1,5 km de l'arrivée, il fait la descente et puis le dernier virage, il le prend pas en tête et Simon Clark s'impose. Donc là, il va être frustré parce qu'il était plutôt mieux en forme que sur le Tour de la Provence où je l'avais trouvé pas exceptionnel. Et puis sur l'Ardèche, il a plutôt bien travaillé parce qu'il sort avec Martin et Kongert. Voilà, après il finit il finit à 3,24, un peu lessivé quand même par cette course qui aurait été difficile, mais il fait 4e et 2e, donc on peut dire que c'est une bonne performance. Et puis c'est à prendre en compte aussi avec la performance de l'équipe Arkea Samsic, même si vous voyez que j'ai toujours l'ancien maillot parce que l'UCI n'a toujours pas mis les nouveaux maillots de Arkea Samsic, donc j'ai toujours l'ancien maillot. Ils ont fait un bon week-end, alors un peu plus compliqué sur la classique de l'Ardèche, j'ai toujours envie de dire Sud-Ardèche, mais on a quand même un Maxime Bouet qui fait 24, trième, bon certes à 11 minutes, mais qui finit la course. On a Quintana, le frère de Nero, qui fait 15, que j'ai rarement vu à ce niveau-là, même le frère de Quintana. Et puis on a, voilà, ils sont quand même 3 ou 4 à finir, 3 voilà, à finir. Et puis le lendemain, on en a quand même Barguil fait 2. J'ai Laurent Pichon qui fait 11e, Romain Hardy qui fait 12e. Si je redescends un peu plus loin, j'ai Maxime Bouet qui fait 19. Et j'ai encore Alan Rioux qui est 31e avec Nasser Boueni qui a plutôt fait une bonne course, je pense qu'il s'est bien préparé physiquement à Milan-San Remo. Je rappelle, si vous n'avez pas lu l'information en parlant, mais on reparlera on fera une vidéo coronavirus et cyclisme, parce qu'on va en faire une coronavirus et cyclisme, une MotoGP et coronavirus, et puis une Formule 1 et coronavirus pour voir, enfin sport mécanique plus sport automobile, pour voir un petit peu les conséquences du coronavirus sur ces disciplines-là et imaginer des scénarios qui pourraient se produire, des scénarios peut-être un peu catastrophes, mais qui pourraient se produire parce qu'on est quand même dans une situation assez complexe. Mais du côté d'Arkea, donc pour revenir à Arkea, bon week-end, bonne course, et on attend d'eux qui répètent ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir comment cette équipe a changé de statut en très peu de temps au final. Donc vraiment très content de cette équipe Arkea. On continue, je reprends ma petite fiche avec Guillaume Martin, voilà le 3e français qui a été au top. Là aussi, 2 top 10 pour Guillaume Martin, même 2 top 5. 3e de la classique de l'Ardèche, 4e de la Drôme Classique. Il est à son niveau aujourd'hui, Guillaume Martin, mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment il s'est adapté à une structure World Tour. Certes, Cofidis, qui n'est pas la plus grande structure World Tour, ça va être le plus petit budget avec Israël Startup Nation. Mais de voir que l'année dernière chez Vanti, sur ces courses-là, il avait du mal à accrocher des top 10. Il était plutôt dans les 20 premiers, mais il avait du mal à être mieux. Et là, il a changé aussi de statut en changeant d'équipe assez rapidement. Il s'est adapté assez rapidement à cette équipe Cofidis. Et je crois que Cofidis, avec Guillaume Martin, et pourtant, moi, j'avais plutôt des doutes l'année dernière sur Guillaume Martin. Je me dis de plus en plus, peut-être que c'est un coureur qui est capable de faire un top 10 sur un Tour de France. Alors que l'année dernière, j'y croyais pas des masses. Je suis pas encore convaincu à 100%, loin de là. Mais là, il fait quand même des performances de haut niveau face à des coureurs de niveau mondial. Il n'y avait pas que des Français sur cette course-là.
Et il y avait surtout des équipes World Tour qui sont venues. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir Guillaume Martin à ce niveau-là. C'est une bonne nouvelle pour Cofidis parce qu'avant, Cofidis se reposait un peu trop sur ses coureurs espagnols. Et là, ils vont pouvoir utiliser également Guillaume Martin. Et en sachant qu'on est sur une équipe World Tour, il va falloir être performant sur le Giro, sur le Tour de France et sur la Volta. Sur la Volta, ils vont mettre forcément Navarro Garcia et tous ces coureurs-là espagnols. Mais à Guillaume Martin sur le Tour de France ou sur un Giro, alors sur le Giro, je pense que ça sera Viviani, mais Guillaume Martin sur le Tour de France, il pourra jouer quand même des très très bonnes choses. Donc ça, c'est intéressant de le voir à ce niveau-là. On va passer maintenant aux 2 coureurs français, ou 3 même, coureurs français ou équipes qui n'ont pas été excellents. On commence avec Julien Alaphilippe. Alors, Julien Alaphilippe, pour moi, je m'y attendais à ce qu'il soit peu performant. Julien Alaphilippe, pour savoir les résultats, il fait 17ème de la Drôme Classique. Il abandonne même sur la classique. Oui, il a abandonné sur la classique de l'Ardèche. Je m'y attendais parce que Julien Alaphilippe, son objectif, c'est le Tour de France cette année. L'année dernière, il a gagné des classiques. Il était content. Milan-San Remo l'a gagné. J'ai envie de dire que Milan-San Remo, je suis pas sûr qu'il y retourne chaque année désormais. Il y retournera pas cette année, par exemple. Son objectif, c'est d'être en forme plus tard cette année. Pour quelle raison ? L'année dernière, il a été très performant très tôt dans la saison. Et on avait senti déjà que sur l'Amstel, moi je l'avais senti, on le sentait un peu émoussé physiquement. Et il avait fait une campagne de classique intéressante, mais c'était pas la meilleure qu'il ait réalisée dans sa carrière. À Liège, il avait complètement craqué dans le final, et il avait sur la Flèche Wallonne, il avait gagné, mais pas avec autant de marge que les années précédentes. Alors que les adversaires n'étaient pas aussi performants. Donc, ça y est, je m'étais dit, tiens, il commence déjà à être fatigué, alors que c'est vrai qu'il avait été en forme très très tôt. Il avait remporté l'Estradé Blanche, donc la course italienne des routes blanches, très tôt. Il avait enchaîné avec Milan-San Remo. Tirreno, il avait remporté aussi. Il était très en forme sur Tirreno Adriatico. Et je m'étais dit, ça peut être compliqué là dans les jours à venir. Ça s'est vu sur le Tour de France. Il commence bien, mais il finit cramasse. Vraiment, sur la dernière semaine, il est complètement cramé. Et il était tellement cramé qu'on ne l'a quasiment pas revu sur le reste de la saison. Il était vraiment plus en capacité d'être performant. Au championnat du monde, on ne l'a pas vu. Enfin, voilà. Donc son objectif, c'est d'être en forme plus tard, pour être prêt pour le Tour de France et essayer de faire 3 semaines complètes. Et surtout, je crois que cette année, il a des objectifs qui sont déjà un peu plus lointains, qui sont plus dans le mois d'avril. On sait qu'il veut être performant sur le Tour des Flandres. C'est un de ses objectifs. On sait qu'il veut également être performant sur les classiques ardennaises. Donc voilà, c'est plus tard dans la saison. Donc son objectif, c'est d'être un peu moins en forme. Deuxièmement, je suis pas étonné, il a jamais aimé la pluie. La pluie et le froid, Julien Alaphilippe, c'est pas là où il est le plus performant. Au championnat du monde, il avait pas été bon. Je pense, et voilà, Liège-Bastogne-Liège, il pleuvait également, il faisait pas un temps super. Je pense qu'il aime pas trop le froid physiquement. Alors l'avantage, c'est que maintenant les classiques ardennaises, il fait souvent bon sur les classiques ardennaises. Mais voilà, c'est pas le coureur qui est le plus performant quand il fait froid. L'année dernière, sur Milan-San Remo, il faisait chaud, il faisait plus de 20 degrés. Donc je pense que physiologiquement, son corps n'arrive pas à accepter ces conditions-là climatiques qui sont parfois un peu moins bonnes. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas étonné. On passe à Lilian Calmejane. Bon, vous savez ce que je pense de Lilian Calmejane. Même si c'est un coureur qui a progressé, moi j'ai du mal à voir ses progrès cette saison. Là il est 10e sur des courses qu'il a déjà remportées. Il fait 11 et 10. J'ai envie de te dire, c'est pas si mal, mais il pèse pas dans le final. Il n'a pas la capacité de peser dans des finales comme ça. Et Calmejane, au début de carrière, son objectif c'était quand même d'être performant sur des classiques, sur les Ardennaises, très clairement. Et pas sur les grands tours. Je pense que c'est un coureur qui est limité en haute montagne, Lilian Calmejane, mais qui est un coureur qui a un très bon punch. Et le problème, c'est qu'on s'aperçoit que dès qu'on dépasse, je vais pas dire, mais dès qu'on dépasse 4 heures d'effort, on le voit plus, quasiment. Donc il a un vrai problème sur l'endurance, j'ai l'impression, Calmejane. Et là, oui, c'est vrai que sur ces 2 courses-là, je sais, j'ai même vu un reportage où il disait qu'il a travaillé énormément en salle de muscu. Pour l'instant, je vois pas les bienfaits de ce travail-là.
Mais il a jamais pesé dans la course. Son équipe même n'a jamais pesé dans les deux courses. Que ça soit Total Direct Energy sur la classique de l'Ardèche, ils ont roulé énormément pour pas grand chose au final. Et sur la Drôme classique, ils étaient plus en retrait. Mais bon, on a un Julien Simon qui fait 7, c'est pas mal, mais on les attend quand même un peu plus haut sur les courses françaises. Pardon. Donc voilà, un petit peu dommage pour Lydian Calmejane. Et puis on passe au dernier français, dernière équipe en difficulté, c'est Airbnb Hotel. Airbnb Hotel que je n'ai pas vu sur ces deux courses. Les courses nationales, quand on ne vous voit pas, c'est quand même mauvais signe. Pour vous dire, j'ai regardé sur les deux courses, donc alors je vais revenir, mais c'est Arnaud Courteil qui est premier de cette équipe sur la Ardèche classique, mais il est 19e. Donc sur 37 classés, je crois, sur 43 classés, pardon. Donc ce qui est pas top. Et sur la Drôme classique, le premier de cette équipe, c'est encore plus navrant. BNB, et il faut que je descende très très bas. C'est Kevin Reza qui est 41e. Pierre Rolland a été inexistant, ce qui est quand même inquiétant à une semaine de Paris-Nice. Cette équipe-là, je la trouve très inquiétante. On ne l'a pas vue depuis le début de saison. Brian Cocard, à part si j'ai raté des résultats, ce qui se peut, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'il soit en très très grande forme. Pareil pour Pierre Rolland. Cyril Gauthier, il est quand même plus tout jeune aussi. Cyril Gauthier doit avoir 32 ans ou 33. Et ça fait quand même depuis quelques temps qu'on attend de le revoir à un très très haut niveau. Et puis leurs jeunes, ils ont du mal à performer. Et puis en plus, avec le problème cardiaque d'un des frères Turgis, je sais plus lequel, Jimmy Turgis, j'ai un doute. Mais ouais, c'est vrai que on sent que ça a pesé mentalement dans l'équipe. Mais là, ils ont été inexistants, ce qui je trouve est un petit peu dommageable. On va essayer que ça tienne en 20 minutes, donc on va faire les équipes internationales rapidement. Qui a été en forme du côté des équipes internationales? Vincenzo Nibali, je l'ai trouvé plutôt bon, le coureur italien, qui pourtant n'a pas été totalement aidé par la Trek, même si son frère Antonio Nibali a fait du bon boulot. Mais Vincenzo, certes, sur la classique de l'Ardèche, il fait que 17ème, mais il a un peu ralenti en fin de journée parce qu'il voyait qu'il n'allait pas pouvoir gagner à cause de Cavagna. Par contre, c'était sur la Drôme classique, il était vraiment très très fort. Je pense que c'était le plus fort physiquement. Le seul truc, c'est on sentait qu'il connaissait pas trop le parcours. Je pense pas qu'il l'avait repéré énormément, Vincenzo. Dans les descentes, il avait beaucoup de mal, ce qui semble étonnant parce que c'est normalement des meilleurs descendeurs au monde, mais on sentait qu'il prenait pas de risque. Donc je pense que c'est parce qu'il connaissait pas les descentes et la qualité des routes. Et puis, par contre, dans les montées, il était vraiment une patte au-dessus de tout le monde, dans toutes les montées à part la dernière. Mais je pense que c'est parce qu'il avait fait beaucoup d'efforts avant. Mais il a été plutôt excellent, je le trouve très en forme, moi, Nibali. Et on devrait le voir sur Tirreno. Puis je se trouve bien dans cette équipe et bien entouré dans cette équipe Trek Segafredo. Il nous en a fait oublier Richie Porte. Et puis on retrouve également Tanel Kangert et EF Pro Cycling. Alors pourquoi Tanel Kangert? Parce qu'il fait un deuxième de la classique de l'Ardèche, mais qu'on le retrouve 9e également dans le groupe de Julien Simon sur la Drôme classique. Ce qui est donc un excellent résultat. C'est un coureur, Tanel Kangert, qui je pense cette année essaye d'être performant pour les classiques ardennaises, parce que l'année dernière on l'avait bien vu sur Liège-Bastogne-Liège, et c'est un coureur qui n'était pas foncièrement spécialiste de ces courses-là, mais qui, je pense, commence à le devenir. Et puis surtout chez EF Pro Cycling, ils n'ont pas 150 coureurs qui sont performants sur ce type de course. Mais c'est une équipe qui, depuis le début de saison, est plutôt très forte. On avait vu sur l'étoile de Bessèges avec Bettiol. Là, il y a aussi eu un énorme Sean Bennett sur la Drôme classique. On l'a vu au moins une dizaine de fois, Sean Bennett. Simon Clark, donc, qui s'impose. Mais regardons également un peu plus bas dans le classement. On a vu des coureurs chez EF Pro Cycling qui ont eu un impact sur la course, et c'est une équipe qu'on a vue à l'avant, qui a roulé, qui n'a pas hésité à travailler pour ses leaders. Donc ça montre que c'est une équipe qui est plutôt en forme. Et puis dans les deux coureurs pas top,
Je mets Bokeh Mollema parce qu'on l'a pas vu. Alors je pense que Bokeh Mollema, ses objectifs sont bien plus lointains dans la saison. C'est un peu comme Julien Lafilippe. Je pense que le Tour de France est peut-être son objectif, voire même la Vuelta. Donc il est un peu moins performant parce que cette année son objectif c'est pas le Giro. C'est vrai que l'année dernière il était plutôt performant à cette période-là de la saison. Et puis deuxième coureur qui m'a déçu, c'est Jelle Van Aert, mais parce que moi je suis un ancien Pro Cycling Manager où vous pouviez gagner un Liège-Bastogne-Liège avec Jelle Van Aert. C'est quand même un coureur qui avait un potentiel énorme quand il était coéquipier de Philippe Gilbert. Et puis il a complètement disparu. Jelle Van Aert, quand Gilbert est parti de la Lotto, il a jamais réussi à prendre ce rôle de leader qu'avait laissé Philippe Gilbert quand il est parti à la BMC. Il a jamais réussi et depuis il a complètement disparu. Et là Van Aert il finit très très loin. Il est même plus il est dans une équipe continentale je crois. Hein. Pardon, les petits rototos. Il est chez Bingals. Wallonie-Bruxelles, je crois que c'est une équipe continentale. Wallonie-Bruxelles, je sais plus. C'est soit deuxième division, soit troisième, mais je dirais plutôt troisième division. Et il a fini très très loin parce que Van Aert, il abandonne sur la première course, sur donc la classique de l'Ardèche. Et sur la deuxième, il finit 47e à 8,56. Donc c'est vraiment dommage. C'est un coureur qui était très prometteur. C'est pour ça que c'est ma déception parce que moi, je suis un ancien de Pro Cycling Manager, des PCM 2012, 2013, 2014. Voilà, vous voyez cette époque-là où vous pouviez gagner des très belles courses avec Van Aert. Mais ce coureur n'a jamais réussi à performer et c'est bien dommage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo donc d'une vingtaine de minutes sur ces deux courses françaises de très bon niveau. Nous, on se retrouve pour faire le bilan des classiques belges. Donc, comme je vous ai dit, Samin, certainement. Mais surtout Ed Nieuwsblad et Kuurne Bruxelles Kuurne. On fera également donc une vidéo coronavirus et cyclisme. Donc le programme est chargé en termes de vidéos. Là j'ai une semaine importante. Il va y avoir plein de vidéos cette semaine. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis n'hésitez pas à revenir, à voir les autres vidéos également cyclisme. Il y en aura encore. Donc voilà, mettre la petite cloche. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!